Oula, le ton est grave là pour ce soir, j'ai l'impression. Ouais, c'est la folie, je vois que tu mets ton maillot en plus. Il y en a un, il avait l'esprit un peu taquin ce soir, ouais. Ah, comme d'hab. Bah, il faut. Bah, écoutez, vous venez pile poil à temps parce qu'on vient tout juste de lancer le live. Donc, bah écoutez, messieurs, bienvenue. Moi, je vais en profiter pour remettre un peu les cams aussi, correctement sur le chat. Enfin, sur l'overlay. Bah écoutez, autant en profiter pour aborder le sujet, et qui va être, on va dire, le sujet principal quand même de cette soirée. Ça va être notamment le match 7. Game 7. Match 7. Ouais, qui a opposé le Miami Heat au Boston Celtics, donc pour cette finale de conférence, pour ce match 7. Pour revenir un petit peu sur la physionomie du match, on était sur du... Alors que si on se met côté Celtics, il y avait 0-3, on revient à 3-3, et match 7 où il fallait pas d'inder. Malheureusement, il y a eu, dès la première action... on va dire un gros fait de jeu qui a quand même un peu fait basculer la rencontre, notamment avec Jason Tatum qui retombe sur les pieds de... C'était de qui? C'était de Vincent, hein, c'est ça, ouais. Bon, après je vous laisserai un peu débriefer quand même de la suite. Avant peut-être de rentrer un peu dans le vif du sujet, d'ailleurs j'étais mal poli. Bon, je vais peut-être aussi vous laisser vous présenter, messieurs, et qui est The Green Cigar et Arnaud. Vas-y en premier. Ok, moi c'est Kevin, The Green Cigar, fan des Celtics en dépression. Ça va bien, par ça. Donc bonjour à tous. Qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir déjà à plusieurs reprises, si je dis pas de bêtises. Exactement. Nice. Moi du coup je m'appelle Arnaud, je suis un des CM de Celtics France. J'ai aussi bossé avec The Free Agent à un moment. Mm-hmm. Et du coup c'est moi qui ai la lourde tâche de commenter le match hier jusqu'au bout. Aïe. Ça va? Ouais. Aïe. Ah ouais, commenter le game en plus. Ouais, c'était pas facile. La tâche n'était pas simple pour le coup. Ah, puis on a une franchise qui adore son équipe, mais qui peut être aussi un petit peu stone, tu vois ce que je veux dire. Un petit peu comment? C'est parti très très fort hier. C'est pas facile. Il va y avoir pas mal de choses à dire. Alors déjà, à la fois sur le match en lui-même, mais après, je pense que ça va même peut-être reprendre un peu, on va dire un peu la globalité. Je pense qu'il y a même peut-être une sorte de débrief de la saison qui serait à tirer de ce match-là. Peut-être dans un premier temps, je vais peut-être vous laisser un petit peu analyser dans un premier temps le match avant d'aller un peu sur l'aspect global. Damas, Quentin, vous de votre côté, qu'est-ce que vous retenez du coup de ce match 7? Quand tu veux commencer. Honneur aux gagnants. Sachant que c'est un fan des Spurs pour le coup, donc bon, gagnant, je sais pas trop. On a gagné la loterie, ça compte. Ouais, Mazel tov, félicitations. Félicitations, piqueur déterminé. On va être poli. Vas-y, Quentin. Non, le match, j'ai retenu que Jaylen Brown a posé un énorme caca, surtout. On va pas se mentir. Très, très déçu de sa prestation. Le mec nous a sorti quand même une très bonne saison. Ses playoffs jusque-là étaient... J'ai trouvé un petit peu en dessous, mais ça allait encore. Ouais. Tatum, comme on en parlait un peu en off, tu t'es blessé direct, au moins tu t'es battu. J'ai bien aimé les matchs de Robert Williams et d'Eric White, mais sinon les Celtics c'était pas... Je m'attendais pas à ça pour un game 7, quoi. Ouais. Ouais. Toi, Damas? Oui, pour moi, je pense que les Celtics se sont laissés un petit peu envahir par l'euphorie du Game 6 et par rapport à l'attente du TD Garden pour le Game 7. Il y a un début de match où c'est vrai qu'il y a une effervescence qui est colossale dont on sait dans cette salle. Mais je pense que les Seas ont eu beaucoup de précipitations, notamment en attaque. Mm-hmm. Et ça, c'est au niveau de la première impression sur la première mi-temps. Et après, les Seas... dans l'ensemble, ils n'ont pas forcément si mal défendu que ça sur cette rencontre, mais il y a des moments chauds du côté du Heat, notamment en fin de premier quart-temps et au début du second quart-temps qui fait très 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 mal.
Et maintenant, sur les prestations individuelles, ce match ressemble quelque part à la saison des Celtics et à leur identité au cours de l'exercice 2022-2023, avec beaucoup de précipitations, des ballons perdus, un manque de concentration, des choses qu'on a déjà vues. Et c'est très décevant parce que la fenêtre ne va pas tout le temps être ouverte pour les 6 pour gagner le titre. Dans ce cas, je vais en profiter pour poser. Alors, dans un premier temps, on va peut-être rester un peu sur le match et après, on va aller un peu sur la globalité. Vous, messieurs, du coup, quel est votre ressenti? Alors, à la fois, en effet, sur les faits de jeu que j'ai pu notamment citer il y a quelques minutes, mais même votre analyse, on va dire, un peu globale sur la rencontre, pour le coup. Je laisse commencer, vas-y. Moi, je suis un peu dépité, tu vois. Enfin, même si ça va plus loin que le Game 7, je vais te dire que la série, Ouais. Bien sûr. c'est l'image de la saison, quoi. Tu joues quand t'as vraiment envie de jouer, quand t'es dos au mur, et puis t'as pas de bol, tu vois, de Tatum qui se fait la cheville. Brogdon, déjà, qui avait le coude dans le sac, ça aide pas. Puis, mine de rien, tu fais un carton, t'es quand même dedans. Brogdon rentre, je crois qu'ils sont à moins 15 sur les minutes avec Brogdon. Enfin, c'est un choix catastrophique de Mazzulla de faire ça. Mais tu restes, tu vois, porté et tout. Tu t'es moins 7, moins 8. Tatum, il court plus. Puis après, t'as les turnovers de Brown qui coûtent cher. Mais t'es quand même dans le match, tu vois. Je me dis, enfin, jusqu'à je sais pas, le layup raté et le 3 de Martin derrière. Jusque-là, je me dis, c'est encore faisable, tu vois. Parce qu'ils sont pas impressionnants, ceux on les défend plutôt bien. On est zéro en attaque. On a rien qui rentre. Enfin, tu dis quand même que c'est possible, quoi. Et donc c'est ça qui est frustrant parce que il fallait pas un si gros match que ça au final pour prendre le game 7, je pense. C'est ça. Mais on s'est tué tout seul, quoi. On a forcé à 3 points. Brown, il réclame un statut et tout. Il en a marre qu'on le mette dans l'ombre de Tatum. C'est le match pour lui. C'est là où il doit justement faire taire tout le monde. Et je pense que c'est son pire match sous le maillot des Celtics, hein, honnêtement. Et puis derrière, ouais, comme tu as dit, Rob Williams, Derrick White monstrueux. Et à part ça, puis j'ai pas du tout aimé Grant Williams. Waouh, son match catastrophique, un peu à l'image de la série quand même. C'était hyper limité. Et c'est là où tu te dis, tu pars avec un effectif qui est soi-disant un des plus profonds de la ligue et tu te rends compte qu'en fait en playoff, on a joué à 7-8. Sam Hauser quasiment pas vu. Enfin, tu vois, on n'a pas eu... Il n'y a jamais eu de variation, on n'a jamais de surprise. C'était toujours les mêmes qui étaient envoyés sur le terrain. Et la déception, elle est énorme hein, parce que ça pouvait être cette année. Après, je pense qu'après, avec 7 matchs comme ça, tu vas jouer les Nuggets avec un mode on-off que tu mets une fois de temps en temps. Il y a moyen qu'on aurait pu passer vraiment une sale série, tu vois. Un petit 4-0, 4-1, ça aurait pas été choquant, je pense. Surtout avec un Tatum convalescent. Ouais, c'est ça. Donc, comme tu as dit, je pense que la fenêtre elle commence à se fermer. Il va falloir voir ce qu'on fait cet été, mais c'est hyper décevant. Hein. Ouais, c'est décevant. Alors après, je pense aussi... Alors moi, je l'ai regardé en replay. Hein. Pour être honnête, je l'ai pas regardé en direct. J'ai regardé le replay ce midi. En fait, je pense que tout simplement, vous avez tout simplement laissé un peu des plumes sur le rattrapage, des 3 matchs de retard. Et là, malheureusement, je pense que c'était vraiment le match de trop. Ça se sentait clairement que ça commençait à devenir un peu court physiquement, ce qui est normal. Hein. En même temps, le hit, c'est pas non plus n'importe qui. Ouais, c'est pas non plus n'importe qui. Derrière, comme je le redis, il y a le fait de jeu dès la première possession qui mine. Tu sens quand même, même si Boston débute plutôt bien quand même, hein, ce match rentre les shoots, a l'air plutôt concentré. Tu sens que dans un premier temps, il y a un peu peut-être un élan d'orgueil justement pour combler une potentielle blessure de Jason Tatum. Mais par contre, oui, le Heat a su rester rapidement à la hauteur et de prendre justement les devants en étant, comme ils l'ont été sur les 3 premiers matchs, c'est-à-dire hyper agressif, se plonger vraiment sur tous les ballons et de retrouver aussi quelque chose qui n'était plus trop le cas sur les 3 derniers matchs, c'était surtout de prendre énormément de... comme ils savent très bien le faire, c'est de jouer parfaitement sur du demi-terrain, donc c'est-à-dire avoir un vrai point de fixation. Adebayo a été très bon
à être vraiment le point de fixation, même s'il a été en fall trouble assez rapidement au second quart-temps. Mais il a su prendre le temps. À chaque fois, toutes les attaques, elles étaient fixées sur lui. C'était vraiment la tour de contrôle. Et après, le hit a su bien exploiter aussi les extra passes, les renversements. Ce qui n'était clairement pas le cas depuis les 3 derniers matchs où il se faisait complètement surmener par le rythme qu'imposait Boston. Donc ils ont très bien su imposer leur rythme. Et pour le coup, là, je pense que c'est... Alors, je veux pas dire par paresse, parce que ce serait malhonnête de dire ça, mais ça devait plus ou moins faire aussi les affaires aux Celtics de se mettre dans le rythme de Miami, justement du fait qu'ils étaient maintenant un peu trop courts à avoir lâché beaucoup trop d'énergie sur les précédents matchs, donc de se caler justement sur le rythme qui est beaucoup plus lent, sur la pace beaucoup plus lente du hit, et malheureusement ça leur a fait défaut. Si je peux me permettre de rajouter un point par rapport au hit qu'il faut quand même complimenter par Bien rapport à sûr. cette qualification Game 7, ils ont franchement, beaucoup de gens à mon avis ont pensé à ce que le hit saute au Game 7, ils avaient droit de le faire parce Bien que sûr. le hit a été quand même décevant sur le match 4 où il devait finir selon moi les 6. Mm. Au Game 5, ils passent complètement au travers avec un Kyrie catastrophique. Au Game 6, ils sont en retard tout le match. Ouais. Tout le match, ils sont derrière les 6 qui n'ont pas pu conclure comme il fallait ce game 6 avec un Jimmy Butler de gala pour la fin du 4e quart-temps qui lui aussi a beaucoup souffert. Mm. Et il faut quand même rendre hommage au Heat d'avoir gardé leur niveau de concentration après le fait d'avoir perdu ce match 6 de cette manière-là, par Derek White qui fait un shoot, qui met la claquette qu'il faut au bon moment. Ça peut couper les pieds à beaucoup d'équipes, à beaucoup de personnes en se disant mentalement on craque, on coule. Le Heat, faut quand même le célébrer là-dessus où Jimmy Butler, sa prophétie a porté ses fruits en disant que un an plus tard, c'est-à-dire année 23, fin mai 2023, on reviendra et on ira en finale NBA. C'est ce qui s'est passé, bravo à lui. Mais sur le match 7, ce qu'il faut surtout célébrer, bien entendu la stratégie d'Eric Spoelstra de mettre en place la zone qui a plusieurs fois embêté les 6 qui n'ont jamais pu pouvoir trouver des solutions face à ce type de jeu-là. Vous avez parlé, messieurs, de l'agressivité du Heat en défense en 1 contre 1, mais la zone également a répondu présent là-dessus. Les Celtics ne se sont jamais adaptés à ça, et sans compter avec Jason Tatum convalescent. C'est Brogdon, comme vous l'avez bien dit. Non, le Heat a clairement répondu présent, et il y a un joueur qu'il faut quand même aussi mettre en lumière, c'est Caleb Martin, qui a une qualité de shoot sur toute la série qui est exceptionnelle. Hier, le Heat finit la première mi-temps avec un 8 sur 16 à 3 points, alors que les Celtics finissent avec un 2 sur 14. Ah non, les gars, ça fait trop mal pour les Celtics, beaucoup trop mal. Et le Heat... Caleb Martin a été clairement le factor X de cette série c'est la révélation. pour Miami. Pareil, là sur le match, il a 26 points à 11 sur 16 au tir. Très propre. Enfin, moi, j'ai pas grand chose à dire. Il fait une énorme série. Parce que même sur les matchs où Miami est moins bien, il arrive toujours à être régulier. Donc, exact. C'est vrai que c'est vraiment la bonne note. Ce serait même peut-être limite. Alors, toute proportion gardée, mais c'est même peut-être limite le MVP de cette finale de conf. Oui. Mais Vlad, c'est bien que tu parles de ça, parce qu'il y a eu le vote en question. Caleb Martin a eu 4 votes contre 5 pour Jimmy Butler pour avoir le titre de MVP de la conférence Est. Ça aurait pas été un scandale. Ça aurait pas été un scandale s'il avait eu ce titre-là. D'ailleurs, au passage, titre qui est quand même marrant, parce que le paradoxe, c'est que les titres des MVP des finales de conf, ce sont 2 noms de Lakers et de Celtics, et ce sont les 2 équipes à être sorties. Incroyable. Donc c'est ça qui est marrant. Voilà, donc voilà un peu pour cette série. À moins que messieurs, vous ayez encore quelque chose peut-être à rajouter avant peut-être d'aller un peu sur l'aspect global pour les Celtics, c'est peut-être la suite. Moi, j'aurais des choses à dire, mais je vais laisser la parole à d'autres, bien sûr. Allez-y, messieurs, faites-vous plaisir. Si vous avez de la haine à cracher, c'est le moment ou jamais. Je manque d'adjectifs pour exprimer à quel point je suis déçu. En fait, il y a 2 choses. Déjà, on n'a jamais su attaquer la zone. Dans ce match, on n'a pas su attaquer la zone. La zone a été extrêmement performante. Les adaptations de Spoelstra sont aussi efficaces.
Honnêtement, je pense que déjà, la blessure de Jason Tatum, vous en avez très bien parlé, c'est peut-être le tournant quand tu retombes sur la cheville, tu te blesses sur les 30 premières secondes, première action sur Gabe Vincent, effectivement. Bah, déjà, ça change beaucoup. Et puis, tu commences le match à 0 sur 10 au shoot. Parce que je trouve, au shoot à 3 points, parce que je trouve qu'on avait vraiment fait un très bon taf défensif, on arrivait à trouver des joueurs à 3 points, et on met aucun shoot. Je pense que déjà là, c'est le premier tournant. Si on avait mis les shoots, on serait peut-être à plus 10, parce qu'il y avait vraiment la place au début de match. Bien sûr. Ensuite, il y a un gros run de Miami qui pose, bien emmené par des mecs comme Caleb Martin, qui nous fait un match encore plus énorme que ses précédents, alors déjà que avant c'était quelque chose. Et ben c'est logique en quelque sorte, mais ce qui est frustrant, c'est forcément d'être mené 3-0. Game 3, je pense que notre ami Arnaud va être d'accord avec moi. J'ai jamais vu le Twitter Celtics être aussi incendiaire envers tous les joueurs. C'était terrible. Et de là à reprendre espoir, de se dire cette équipe peut faire quelque chose, et finalement perdre Game 7, bah ouais, c'est frustrant, mais c'est à l'image de la saison. Vous l'avez dit, c'est à l'image de la saison, une équipe qui a joué on-off tout le long, et finalement, l'élastique, elle s'allongeait, il fallait un moment que ça craquait, c'est Game 7. Ouais, bien sûr. Et toi Arnaud? Ouais, bah, c'est ça. Après, moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose à faire hier. Franchement, en fait, le truc, c'est que c'est là où tu vois que Jaylen Brown, il aura toujours du mal à être une première option. Mais en fait, il lui manque tellement ce côté handle que dès qu'il n'y a pas Tatum qui est là pour attirer les défenses, bah, il a plus d'espace et il est moins capable de faire la différence sur le drive qu'avant. Franchement, bah, hier, on était vraiment à court offensivement, quoi. Bah, On a déjà dit plusieurs fois cette année que c'était vraiment de l'attaque statique, beaucoup d'ISO et tout. Mais là, hier, c'était. Enfin, White, il fait du hero ball à un moment dans le troisième, il arrive à sauver les mêmes. Mais c'était vraiment. C'était hyper léger. On savait très bien que si ça rentrait pas, bah, derrière, on allait prendre 5, 6, 10 points. Bien sûr, Non, absolument. C'est logique, hein, après, ils méritent leur victoire quand même. Hein. On va pas du tout cracher là-dessus. Bah, après, c'est vrai que c'est je pense qu'on les a sous-estimés, hein, tout simplement, comme beaucoup avant nous. Et que voilà, bah, c'est une équipe de soldats, les role-players ont fait le taf. Je pense qu'on a des mecs qui ont largement le niveau, qui ont largement un meilleur niveau intrinsèquement, mais voilà, dans des séries comme ça, avec un grand coach et des grands meneurs d'hommes, bah, c'est des mecs qui sont incroyables, quoi. Enfin, Caleb Martin, t'avais l'impression de, je sais même pas, du Klay Thompson ou Tourant, quoi. J'ai lâché un tweet en plus parce qu'il loupe son premier 3 points ouverts. Et je me dis, bah, c'est bon ce soir, c'est bon. Et puis derrière, bah, je crois qu'il en a pas loupé à 3 points. En plus, tu regardes ses stats sur la série, Caleb Martin, 60% au tir, presque 50% à 3 points. C'est exceptionnel. C'est surtout les shoots qui rentrent, c'est pas des shoots, des petits shoots, c'est souvent des shoots en fin de poste, des shoots importants qui te remettent dedans. Enfin, c'est que des shoots qui faisaient mal. Bah, il a très bien aussi, il a très bien exploité aussi les écrans d'Adebayo, hein, parce qu'il prend pas mal de tirs aussi, ballon en main, avec dribble en sortie d'écran un petit peu. Alors attention, toute proportion gardée, on va éviter que tout le monde se retourne, mais un peu à la Klay Thompson, notamment je pense à l'époque avec un certain Andrew Bogut, qui était capable de poser de très bons écrans, où il a été capable vraiment en pull-up, en sortie d'écran d'artiller. Et après, je pense que c'est peut-être un peu le défaut aussi des Celtics pour le coup sur la défense, c'est qu'ils sont énormément passés sous les écrans. C'est en termes d'adaptation, j'ai pas trouvé surtout au début de match. Ouais, j'ai pas trouvé ça fou, et c'est là que Miami a su. Là ils ont eu beaucoup plus d'adresse aussi, hein, donc là pour le coup, Boston pensait aussi peut-être de demander à passer sous les écrans parce qu'ils n'ont pas été hyper adroits sur les derniers matchs, et peut-être pour leur forcer justement à prendre des shoots peut-être un petit peu en rythme, etc. Bon, pour le coup ça n'a pas fonctionné, sauf qu'en parallèle, c'est là où le pari a été gagnant par Spoelstra, c'est d'avoir en effet mis de la zone, parce que j'avais plus le pourcentage à 3 points des Celtics, mais les Celtics terminent à 9 sur 42 à 3 points. C'est ça. Donc, c'est apocalyptique. Donc en fait, les Celtics ont fait ce que le Heat souhaitait en défense, enfin en attaque, je veux dire. Donc, absolument, et
et pour ma part, pour terminer, enfin, selon mon argumentation sur cette série, il y a des choses qui sont inacceptables de la part d'une équipe qui se considère comme étant prétendante au titre, de perdre 3 fois à domicile. C'est proprement scandaleux d'en arriver à cette situation-là. Je supporte pas les Seas, mais j'ai quand même une belle affection pour Jalen Brown et Jason Tatum, et j'attendais quand même pas mal d'eux parce qu'en 2022, ils sont passés à très peu de choses, de l'échec face au Heat en finale 22 de l'Est, mais bon, ils sont arrivés quand même en finale. Et en fait, ce qui est frustrant à savoir, c'est que les Seas sont quand même à leur 5e finale de conférence Est en 7 ans, donc c'est une équipe qui est très performante. Il y a pas, je crois qu'il n'y a personne dans la ligue qui a une telle régularité, mais tu as l'impression qu'ils n'apprennent pas des années précédentes au niveau de l'exécution, sur des niveaux de concentration. C'est pas normal au Game 1 que les 6 prennent 40 points au 3e quart-temps. Ça, c'est des trucs, mais en fait, toute la saison régulière, Joe Mazzulla a fait confiance à ses joueurs, à pouvoir se remettre en question dans des situations délicates que vous pouvez suivre sur certaines séquences de jeu face à des équipes qui sont moins bonnes, des équipes intermédiaires en saison régulière, et ça peut porter ses fruits. Malheureusement, en termes de rigueur et de concentration, les Celtics de Boston 22-23 n'ont jamais grandi. Et quand tu as Jason Tatum qui se présente à la fin du Game 2, en perdant bien entendu encore une fois à domicile, et qu'il dit qu'on a joué ces 2 matchs comme étant en saison régulière, mais tu te fous de la gueule de qui, gros? Non mais franchement, moi je suis un supporter des 6, mais je m'en balais. En fait, que tu remontes à 3-3, moi je vais pas oublier ce genre d'attitude. Comment tu peux, dans une grande institution sportive comme celle-ci, et avoir une telle largesse mentale, une telle... Mais nous, on a vu des erreurs de mes deux. Enfin, je pense que je regarde le basket comme vous. Les Celtics de Boston, des fois, il y a des moments d'absence qui sont colossaux. Mais des moments, mais... Vous faites quoi? Vous vous rendez compte à quel niveau de compète vous êtes? Et ce qui me cale, c'est que vous êtes en finale de conférence Est encore une fois. Vous en êtes donc à 5 défaites à domicile sur toute la campagne de playoff. Et vous trouvez le moyen d'arriver en Game 7. Et ils s'en sortent bien. Mais c'est pour dire le niveau de ces mecs. Soit les mecs à l'Est sont faibles, soit les Celtics de Boston sont très forts au basket. Moi, je pense que c'est un petit peu des deux. Je dirais pas que le niveau est faible, parce que quand tu regardes bien quand même à l'Est, il y a eu beaucoup de matchs qui ont été gagnés à l'extérieur. Donc en fait, moi je pense que c'est plus la notion d'avantage à domicile qui n'est peut-être plus aussi flagrante qu'à une certaine époque. Elle n'est plus. Ah non, absolument pas. Elle n'est plus parce que le Heat est en finale NBA, les Warriors et les Lakers étaient en demi-finale de conférence Ouest. Donc en effet, cette configuration de tête de série perd en évidence. Mais les 6, quand on regarde toute la campagne, mais ils n'ont jamais protégé leur terre. Et donc là, ça s'est encore une fois vu dans cette finale de conférence Est. Et c'est inadmissible d'être mené 0-3 alors que tu es censé être la meilleure équipe de la ligue. Ouais. Non, sérieux, ils n'ont pas perdu au Game 7 cette série-là. Ils l'ont perdu bien plus tôt. Je suis d'accord avec toi. Elle est perdue bien avant. Je trouve ça encore plus problématique, moi, dans le sens où tu es finaliste l'année dernière et tout le monde le voit, on manque de jus en finale, on se fait Tatum, il est cuit, l'équipe elle est KO, et tu te dis, bah du coup, cette année on revient, on fait pas les cons, on perd pas de match en playoff, on arrive frais et tout. Puis tu passes en 7 contre les Sixers, ça déjà c'est une blague, on ne doit jamais aller en 7 contre les Sixers, on doit aller en 5, en 6. Respectez un peu mes Sixers aussi au passage. Non. La chute de Harden, et sinon c'est le sweep. Sinon c'est le sweep. 4-1-4-2, s'il te plaît, quand même. Ouais, c'est ça. Non mais je vois ce que tu veux dire. Mais genre, tu peux pas aller tu peux pas aller plus loin que Game 6 contre les Sixers. Contre les Hawks, c'était pareil déjà, c'était du foutage de gueule contre les Hawks. Ah oui, bien sûr. Ils les ont laissé jouer et tout. Même le Game 6 qu'on gagne, il est tendu. C'est limite, hein. Et puis bon, les Sixers avec un Joel Embiid en plus, avec une jambe en moins, ouais, bon, je vous l'accorde. Ce qu'on a déjà dit avec Kevin quand nous on était en live, hein. Quand on avait parlé de la saison des Sixers, on disait oui, les Sixers sont arrivés en 7, mais c'est plus Boston qui perdait le match que les Sixers qui gagnaient. Complètement. Bien sûr. Trop de largesse, trop de... Cet été, on attend de Brad Stevens qui tape du poing sur la table, je pense. Quand même. Bah écoute, tu me fais une transition parfaite pour le coup. Moi, je voulais vous poser une question avant. Quentin. Est-ce qu'on verrait pas juste le plafond? Parce que là, les Celtics, ça fait 2 ans qu'ils enchaînent avec des coachs rookies. Est-ce qu'on verrait pas juste le plafond de cette... Bon, là, c'était pas prévu cet été, ok. Ouais, il y a un contexte particulier. Ouais, il y a un contexte, mais est-ce qu'on verrait pas la limite justement de ce modèle de oui, on change de coach rookie, qui devient un peu
plus populaire dans la ligue, notamment depuis Steve Kerr en fait. Alors, je vais me permettre d'étendre ta question, par extension même de poser la question, tout simplement, quid de Mazzulla, quid de Jalen Brown, quid aussi peut-être des anciens comme par exemple Al Horford, quelle place, est-ce qu'ils doivent conserver la place qu'ils ont actuellement ou est-ce qu'ils doivent commencer peut-être un petit peu à être, je sais pas, peut-être rétrogradés un petit peu et plus de les avoir vraiment sur des rôles de coach vocaux, on va dire ça comme ça, en tout cas de rôle vraiment de vétéran. Est-ce qu'il y a peut-être une pièce en plus à apporter? Il y a tout un lot de questions à se poser et je pense que les Celtics vont devoir se poser assez rapidement en vue de l'intersaison à venir, vu comment elle risque d'être, je pense, mouvementée. Kevin, Arnaud, vous de votre côté, quelle serait votre vision justement là sur cette intersaison à venir? Vas-y, commence. Écoute. Attends, il veut pas trop se mouiller. Je peux y aller si tu veux. Ouais, vas-y, parce que j'avoue que je pense que sur tes tweets, j'ai l'impression, sur les TikTok, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre vision, donc je préfère qu'il commence. Alors déjà, je tiens à dire que les tweets qui sont sur Celtics France sont pas tous de moi. Donc, je sais, des choses que je partage pas. Je sais, mais donne ton avis que je vois s'il n'y a pas une différence. Moi, je trouve qu'on est dur avec Joe. Je pense qu'il était carrément pas au niveau, tu vois. Mais après, c'est ça, c'est un coach rookie. C'est le plus jeune de la ligue, il a pas d'expérience, tu le balances là, il se retrouve en finale. Face à Spoelstra, tu vois, c'est too much. Même avec Quinn Snyder, c'était déjà difficile. Ouais. Il y a des choix, il y a des choses qui... Enfin, sa pensée basket, par exemple, de laisser tout le temps jouer ou de vraiment se reposer à fond sur le 3 points. Son identité de jeu, je dirais, je suis pas fan, tu vois. Mais il y a eu des fois, au début de l'année, on s'est tous dit, waouh, le jeu des Celtics, les 20 premiers matchs, incroyable. C'est les Warriors de 2016. Et je trouve qu'en fait, c'était toujours un peu facile de tout remettre la faute sur lui, comme ce que j'ai pu voir là depuis même une semaine, tu vois. Et je pense qu'il était juste, la lumière était trop... C'était trop pour lui, quoi. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a encore besoin d'apprendre. Et tu vois, genre, je le verrais pas, par exemple. Je pourrais le refaire passer sur un rôle d'assistant où l'année dernière, il s'est plutôt bien débrouillé. Mais oui, le changement de coach, pour moi, il est évident. Si tu t'annonces en tant que contender, c'est pas possible de recommencer une deuxième année comme ça. Après, on peut pas non plus lui enlever qu'il fait finale de conf. Il termine deuxième de la conférence. Et que il avait les moyens de faire plus, mais bon, pour une première année, c'est quand même... Et c'est ce qui me fait peur d'ailleurs, j'ai peur qu'il prolonge pour ce bilan-là. Ouais, après c'est sûr que sur ça je te rejoins complètement. En effet, faut pas pas voir le verre à moitié vide. C'est trop facile en fait, je trouve, comme c'est un coach rookie. C'est vrai que pour le coup, moi je lui ai pas trop tapé dessus parce que en effet, coach rookie, tu sors en plus d'un contexte, t'es intérimaire de base pour justement combler le départ, en tout cas le licenciement de Ime Udoka. T'étais dans le staff, donc tu assures quand même plus ou moins une certaine continuité, même si t'es pas coach en chef. Mais c'est peut-être là justement, si les Celtics souhaitaient avoir voulaient vraiment monter d'un étage, ou en tout cas step up rapidement, peut-être que ça aurait été la bonne occasion pour garder Joe Mazzulla en tant qu'assistant, mais de prendre directement un coach qui était sur le marché. Alors après, j'ai plus les noms qu'il y avait sur le marché. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est qui avait dispo. Bon, à voir. Maintenant, en effet, c'est est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce que les Celtics vont le faire maintenant? Donc, c'est-à-dire un petit peu de le rétrograder et de faire vraiment venir un vrai coach, si je peux dire ça comme ça, vu qu'il y a quand même le marché s'ouvre quand même pas mal, même s'il y a des places maintenant qui sont prises. D'ailleurs, ça enchaîne un petit peu avec nos actualités au passage. Ou est-ce qu'on reste dans la continuité et on reste vraiment dans la confiance envers Mazzulla? Je devrais venir déjà. Non, c'est non. Est-ce qu'on ne ferait pas venir le dernier coach qui a gagné à Boston? Non. J'ai pas envie d'avoir des chants de gospel. Merci. Ça ira. Mais il va arriver, il va lâcher ses meilleurs. Let's go, guys! Let's go, guys!
Ce mec a gagné avec un Big Free et il a fait, et je tiens à préciser, vous vous souvenez peut-être du playoff de 2008, hein, Ouais. Game 7 en premier tour, Game 7 face aux Cavs, Game 6 face aux Detroit, Game 6 face aux Lakers. On avait censé avoir une équipe qui était censée dominer la ligue. Hein. Donc, non, jamais. Non, mais Jamais. ça a été le cas, mais Doc Rivers, malheureusement, présente actuellement trop de limites dans la gestion d'un groupe, dans la faculté à créer aussi une bonne exécution offensive. Et vu ce qu'on vient de voir au playoff, on s'aperçoit que les Seas ont quand même pas mal de limitations face à certaines stratégies défensives lorsque le match devient de plus en plus serré. Et Rivers présente clairement trop de limites. Moi, par rapport à Joe Mazzulla, j'aimerais aussi rajouter il a privilégié l'attaque. Parce qu'on sait que l'attaque des Celtics lors de l'année 22, c'était assez moyen, mais défensivement, c'était exceptionnel. On savait qu'il fallait corriger un point en attaque côté Celtics sur l'exercice 22-23. Ça a été réussi. C'est la deuxième meilleure attaque de la ligue. 117 points marqués, je crois. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'ISO, notamment sur la deuxième partie de saison, où en effet, on commençait clairement à s'ennuyer. Mais on sait que Jalen Brown et Jason Tatum savent faire la différence, en plus de Brogdon. Donc offensivement, on peut considérer que c'était plutôt pas mal, mais dès que malheureusement on affronte des équipes défensives beaucoup plus rugueuses et disciplinées, on a vu que ça heurtait, sans compter les blessures qu'on connaît tous. Donc Joe Mazzulla, malheureusement, oui, je partage le fait qu'il puisse retrouver une place dans le staff. Ça me semble être plutôt judicieux à le faire. Et au niveau du recrutement, Kenny Atkinson, pourquoi pas? Alors, il y a Pawadiz dans le chat qui dit qu'il y a aussi David Fisdale qui est disponible. Fuck you. Non. Il a failli en venir aux mains avec Zach Randolph et Marc Gasol. On n'a pas oublié. Sérieusement, un mec qui parle. J'ai pas envie de data, c'est bon. Sérieux, merci de me déprimer. Non, c'est un mec à l'esprit hit. Mais bon, en tout cas, on serait plus, tous à dire que, enfin, de partir sur une piste où Mazzulla resterait en effet dans le coaching staff. Ah ouais, c'est pas de sa faute. Mais du coup, rétrograder potentiellement et avoir directement une tête d'affiche en termes de coach. Ou juste un coach qui fait freestyle en attaque. Moi, c'est plutôt différent. Pour D'accord. ma part, je pense que je préférais de la stabilité, donc le garder en coach. Par contre, et là, ça a été un gros défaut, c'est que nos assistants, on a été complètement vidés à l'intersaison. Bon, il y a eu Udoka qui n'a pas su tenir son équipe. Il y a Willardy qui a été recruté par le Jazz. On a Damon Stoudemire qui est parti. Ouais. On s'est retrouvé avec quasiment aucun assistant. En fait, et je partage ce que disait Titro, on discutait, il faudrait plus d'assistants. Brad discutait avec Stephen Silas, en assistant ça peut être intéressant. En head coach c'était moyen, mais il nous faut un assistant. Mais j'ai envie de continuité au poste d'head coach. Parce que changer d'head coach tout le temps, à un moment, ça va pas... ça s'entend, hein. Ça va continuer. Non, mais ça s'entend complètement. Bien sûr que ça s'entend, mais à vrai dire, les Celtics, bien qu'ils ont changé quand même pas mal de... Enfin, pas mal, non, puisque Ime Udoka avec sa bêtise, ok, mais les Celtics sont toujours performants, enfin... Bien sûr. Ouais, c'est ça qui est quand même frustrant, c'est que la partie qui manque aussi, c'est le degré de concentration et la discipline, putain. Bah, c'est surtout qu'à non, côté... je pense qu'il aurait mis une pression par rapport à ces dingueries qu'il a vues. L'an dernier, moi, je l'ai vu 22, des fois, il mettait des pressions au mec. Bah, en fait, le truc, c'est que maintenant, vu qu'on est habitué maintenant de voir les Celtics à minima en finale de conf, maintenant, en fait, c'est qu'on a d'énormes attentes du duo Tatum-Brand. C'est surtout ça, en fait. Et après, bon, ça, on peut pas non plus leur en vouloir à la fanbase des Celtics, mais ils sont de plus en plus exigeants. Et c'est ça d'être dans l'excellence. C'est ça d'être dans l'excellence, bien sûr. À juste titre. Mais par contre, on peut pas dire que le duo Jason Tatum, Jalen Brown ne marche pas, parce qu'ils sont quand même performants. Mais ce qui manque, c'est l'effectif en lui-même. Et là, Vlad, la transition est bienvenue par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec Al Horford. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Al Horford? Alors, Al Horford, pour moi, c'est un sujet qui est secondaire. C'est surtout qu'est-ce qu'on fait de Jalen Brown. La fameuse question. Si tu demandes aux Celtics à la fanbase, tu vas voir que tout le monde veut le trade, ça y est, il vaut plus rien. Alors il y a 3 mois, c'était le franchise en fait, et tout, c'était une fraude. Là, c'est la réaction à chaud. Là. Ça va vite, tu vois, la NBA. Mais
Ouais. Moi, je pense qu'il faut le garder. De toute façon, tu peux pas le trade cet été. Il lui reste 1 an de contrat. Personne, enfin, on va rien récupérer. On va se mettre une balle dans le pied. Et pour moi, t'es obligé de le prolonger. Bah, Et voilà, surtout, c'est exactement là où j'allais venir, c'est que malheureusement, bah, ces playoffs n'ont pas été hyper bons, et là, il va clairement perdre en valeur ouais. sur le marché, bien sûr. Et c'est compliqué parce que pour moi, le problème, c'est surtout que c'est la prolongation de contrat. Jamais je lui donne 60 millions par an. Ah, Par contre, moi Ce non plus, je mec, suis d'accord avec toi. faut pas 60 millions par an. Et j'ai très peur avec ses dernières déclarations, avec le fait qu'il voulait, durant l'année où il trouve un endroit, qu'il a été extrêmement déçu du fait qu'on voulait l'échanger un moment pour KD. 60 millions par an, mais jamais je donne ce contrat. Mais comme Jalen Brown, surtout que derrière, on doit prolonger Tatum au max, et ça, il n'y aura aucun doute, ce sera fait. Ouais. C'est compliqué en fait, c'est très compliqué. Et j'étais en train de voir, vos mouvements sont limités parce que l'année prochaine, vous êtes déjà à 163 millions dans le cap. Ah, purée, ouais. Oui. Oh. Sans Blake Oui, mais- Griffin, sans Grant Williams. En fait, le problème, c'est que pour moi, on a un effectif vraiment complet et toujours complet. On a tous les joueurs. Malcolm Brogdon était censé apporter ce petit plus qui était censé faire la différence. Bon, malheureusement, il s'est retrouvé avec son coude en pâté, mais à part ça, c'était vraiment une très bonne recrue. Bien sûr, Une très bien. valeur sûre. Et pour moi, ça peut très très bien être le cas encore l'année prochaine. Donc la question, c'est est-ce que Jalen Brown, on va le prolonger? Jason Tatum veut qu'on le prolonge? C'est compliqué, ça dépendra du prix. En vrai, ça dépendra Il y a aussi le cas, c'est vrai que c'est un cas qu'on n'a pas abordé parce qu'on l'a pas vu de la saison. Danilo Gallinari, hein, c'est 14 millions aussi sur l'année. Hein. Ça peut libérer un peu d'espace. Si tu souhaites le transférer, il lui reste encore une année de contrat. 14 millions, mais non, il a 6 millions. Oui, autant pour moi, il a 6 millions. Autant pour moi, oui, je dis une bêtise, pardon. C'est quand il est arrivé chez les Spurs qu'il était 14 millions et puis on l'a cut direct. Oui, c'est ça, pardon. Si je peux me permettre de donner un point par rapport à Jalen Brown, bon, je considère qu'il faut qu'il reste. Il s'est déjà prononcé par rapport à la défaite au Game 7. Il se sent clairement responsable de l'échec des Seeds. Il a sa part de responsabilité, mais c'est pas le seul responsable, ça c'est clair. Jalen Brown, basketballistiquement parlant, doit progresser dans sa lecture du jeu. Il tente des choses très bonnes, mais malheureusement, il prend beaucoup trop de risques dans sa manière de jouer. Et des fois, ça mène à des shoots qui sont inappropriés, précipités. Des fois, c'est du n'importe quoi. Et cette nuit, il perd 8 ballons qui font très mal. Donc, il faut qu'il progresse en handle. Il faut qu'il progresse également dans sa faculté à lire le jeu. Il faut qu'il progresse au niveau des passes décisives parce qu'il en fait beaucoup. Il en fait beaucoup trop peu pour un joueur qui peut poste 2 et qui tient beaucoup le ballon, qui est normal vu la stratégie des 6. Et enfin, va falloir qu'il progresse au lancer franc. Il n'est même pas à 70%. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu joues au poste 2, t'as moins de 60%? Il y avait du mieux, mais là, c'était catastrophique les playoffs. Ah non, c'était laid. Ouais, était pas bon. Hein. C'était... Ah non, c'était trop laid. Jalen Brown a tout pour être un super lieutenant. On le sait tous ici, tous les 5, je pense. On va pas contredire cet aspect-là. À Brad Stevens de mettre en lumière son véritable positionnement, bien que ça puisse faire mal, mais il faut qu'il... Mais en fait, je pense pas que ça dérange Jason Tatum de voir Jalen Brown derrière lui et des fois de performer. De toute manière, il le faut pour gagner dans cette ligue. Bien sûr. Personne ne gagne seul en étant une grosse tête. Donc faire un monstre à 2 têtes du côté des 6, c'est très bien vu. Mais il va falloir que Jalen Brown progresse sur plusieurs points intrinsèques de son jeu pour éviter de se retrouver dans la même configuration qu'on a vu face au Heat, où il s'est fait clairement manger en 1 contre 1 par des Max Strus, par des Calen Martin, des fois en 1 contre 1 quand il était en situation offensive. Il a provoqué trop de passages en force. Ça veut dire que le mec lise trop facilement son jeu. Donc si tu es franchise player et que tu te retrouves dans ce genre de configuration, mais frérot, ne t'attends même pas à finir 12e, voire 10e pour aller au play-in. Et là, ça sera un échec. Donc il va falloir que Boston puisse remettre les choses en ordre là-dessus. Et moi, je m'attends à ce qu'il reste. Et il faut qu'il reste. Vous voyez, vous, un poste 2 aujourd'hui dans la ligue, hormis Bradley Beal? Et tu vois, moi, je savais pas contre quoi le trade. Là, comme ça. Est-ce que dans... Droit des Blazers. Mais c'est-à-dire que tu reconstruis, du coup, tu recommences à zéro. Enfin, moi, Anthony Simons, c'est non. Ça sert à rien. Non. Même si c'est le first, même si tu veux rajouter un first, mais je te fais quoi? Et ce sera pas Scoot Anderson, ce sera Brandon Miller, chose au clair. Je fais quoi de Brandon Miller? On n'a pas le temps de développer en fait.
Voilà. Après, je crois qu'il y a des fans des Warriors qui seraient pas contre vous envoyer Jordan Poole, mais je suis pas sûr que ça va vous arranger non plus. Ouais, mais si tu te plies à ce que dit Malik sur Twitter, écoute. Non. Vous voulez pas Jordan pour moi, y a Poole, pas de trade, Kuminga et. Non, Ah, mais ça- Malik, c'est pas celui qui a c'est pas celui qui a moins 20% sur le maté là ou je ne sais quoi là. Ouais, c'est parti d'une vanne tout ça, mais c'est. Ouais, il a pas vraiment du fait le troll. partenariat. Hein. Oui, mais c'est du troll complet, mais c'est très drôle. C'est drôle. Ah purée. Ah bon après bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour quand même sur l'actualité de Boston. Mais c'est vrai qu'on va être très curieux quand même de voir ce que ça va donner cette intersaison parce que en soi il y a plusieurs pistes hein. Et encore on n'a pas abordé éventuellement parce que si on part sur le principe que Jaylen Brown par exemple parte parce qu'il n'a pas satisfaction sur les termes d'une éventuelle prolongation chez les Seas. Est-ce que la piste ne serait pas d'aller vers un intérieur dominant? Ça dépend qui. Oui, bien Qu'est-ce sûr. que tu verrais, toi? Ah bah là j'ai pas d'idée en tête, Joel Embiid. mais bon, putain, t'imagines, arrête. Hey, t'envoies Jalen Brown 2-3 pics contre Joel Embiid, c'est bon. Ah, 2-3, Tu vois. il faudra Bon, bien plus, 2-3, oui, faudra on bien s'est plus que compris, 2-3 quoi. pics hein, pour Bon, jouer. 5-6. Mais Non, non, mais bah, après Siakam, j'ai pas. peut-être. Ouais, parce Pour moi, c'est le plus à même de bouger. Hein. Pascal Et Siakam, Siakam, mais. c'est même un poste 3. Ouais, non, Il ça joue arrive. même il joue 4, c'est vrai, mais il joue comme à 3 aujourd'hui. Regardez son handle. Ouais, il est capable, en effet, c'est il est vrai. capable de bien stretch, mais il est capable de stretch, ce que n'est pas forcément capable de faire notre ami Williams. Donc, Non, Williams, c'est un vrai 5, Williams. oui, Après, Williams, on en c'est un revient 5, au oui. problème, c'est ouais. c'est le cap, quoi. Parce que le seul moyen d'intégrer le salaire de Siakam, c'est, je pense que c'est trade Brogdon plus quelqu'un ou Jalen Brown. Ouais, Brogdon, il est trop précieux. Beaucoup trop précieux. Gallinari qui a quand même beaucoup manqué. Hein. Moi, Brad Oui, Stevens bien n'a sûr. pas voulu remplacer Danilo Gallinari cette saison et c'est bien dommage parce que lui, c'est un force stretch qui sait dribbler, qui sait scorer. Et bien sûr, à 3 points, on sait que ça peut manquer clairement. Imaginez Brogdon, on n'a jamais vu une association Brogdon-Gallinari sortir du banc. Ça aussi, ça peut. Ouais, Ça bien change sûr. de la configuration des 6 aussi. Ah bah c'est sûr qu'un Et- Danilo de Gallinari, ça t'apporte de la sérénité. Hein. Complètement. Et en termes d'intérieur qui peut scorer dans la ligue aujourd'hui, mais malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Non, Il n'y non, en a plus clairement. beaucoup. Hein. Ta question, là, Vlad, est bienvenue parce que. Ah putain, d'André Ayton. Ça veut dire que Robert Williams, il est tradé. Faut dire Je viens Brogdon. Robert Williams, d'aller il faut le voir, garder pour moi. C'est un contrat. Ouais. Super Et contrat, Robert. tu vois. Ouais, non, mais ça après, complètement. Mais est-ce qu'en effet, il n'y aurait pas besoin d'avoir une force vive, peut-être un peu plus dominante? Bon, après, Williams, c'était encore jeune. Hein, il a 24 ou 25 ans, je crois, là. Donc, bon, il a encore... Ouais. Et il a plus genou. Ouais, il a... Ouais. Voilà. C'est bon. Mais Ça, je moi, viens- je pense qu'on je a viens pas d'aller dit voir que- pour Siakam. Si tu veux faire un trade pour Siakam, Ouais. faut que tu échanges. Sans perdre Jalen Brown, il faut que tu échanges Malcolm Brogdon plus soit Marcus Smart ou Derrick White juste pour combler le salaire. Parce que Siakam, son salaire est plus gros que celui de Jason Tatum, que celui de Jalen Brown. Oh, Ce serait purée. le contrat le plus Oui. important des Celtics. Oh, Ouais, purée. les Raptors ont mis un gros billet pour Ouais. le garder parce que c'est pas un marché malheureusement majeur, bien Mhm. que Toronto soit une ville attractive. Donc non, je pense pas que ça quand même soit le bon choix, mais en intérieur qui score, putain, et tu mets mal, hein. Bah, il n'y en a pas Tu énormément veux de dire dispo. Karl Hein. Anthony Towns. Ah, ouf. Bon, Bon, non. bien. Je suis pas Picat, fan. non. Même Picat, il prend de l'oseille, hein. Picat, il prend de l'oseille. Mais en fait, Robert Williams défend très bien, on le sait dans la peinture, même s'il saute un peu trop, mais Mhm. même il défend aussi très bien aussi sur les postes extérieurs. On l'a vu faire des défenses latérales des fois, qui sont des fois même intéressantes aussi, hein. Ouais, Non, Il n'est Robert pas assez Williams, servi. ouais, Pour moi, bon, le déjà, mec, il il n'est est pas passé. assez servi. C'est Ouais, mais il faut obligé. qu'il progresse dans ses prises de balles. À un moment, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il Ouais, je suis progresse un d'accord. peu plus. Faut qu'il progresse dans ses prises de balles. Au lancer franc, il n'est pas mauvais du tout. Il a fait une saison à plus de 75% l'an passé. Robert Williams, non. Il a vraiment une vraie marge de progression et je te l'accorde sur le fait qu'il ne soit pas assez servi. Mais il faut, selon moi, un 4 qui sache mettre 12 à 14 points et qui sait attirer des fautes. Et malheureusement, Grant Williams, qui sait shooter à 3 points, qui sait très bien s'y prendre, qui est un bon shooter de lancer franc, a manqué, à mon avis, de variété offensive là-dessus quand même. Et c'est bien dommage, parce qu'il défend plutôt bien, Grant Williams. Mais il faut que ça score, parce qu'à la Ford,
a décliné aussi au niveau du shoot sur ses playoffs, dans leur globalité, notamment à 3 points. Et malheureusement, ça a manqué de poids derrière. Mais il a trop joué cette saison pour moi, à leur forme. Il n'a pas du tout reposé, il y a aucun moment où il a reposé, il a juste pas fait les back-to-back, mais là il était cuit à la fin. Non, ça se voyait. Il a très bien défendu à la fin aussi. Très belle séquence, c'est vrai, mais offensivement, ça a tiré. Ouais. Non, c'est Ah, sûr. Miami, c'était trop juste, il était trop fatigué pour moi. Ouais. Ça a Non. tiré. C'est sûr. Et bah, écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait un bon tour de la situation des Celtics. Hein. On a quasiment passé 1 heure, enfin 40 bonnes minutes sur le sujet. Je vous propose qu'on passe au prochain sujet. Alors, messieurs Kevin et Arnaud, si vous souhaitez rester, libre à vous, vous êtes les bienvenus. Sinon, on vous laisse reprendre une activité normale. Et bah, pas de souci, avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Je pense aussi pour ma part. L'opportunité. Ça marche. Bah, merci à vous d'être passés, messieurs, surtout. Et puis, quand vous voulez, hein, vous êtes les bienvenus. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonne soirée, les gars.